Bonjour, je me présente. Je suis Laurence Bruyère, professeure associée à l'UQAM dans le domaine de l'éducation relative à l'environnement. Je suis responsable du projet de recherche-action partenariale Forge. C'est un projet qui vise à encourager et à nourrir la formation réciproque, donc la formation entre personnes au cœur d'initiatives citoyennes de résistance et aussi de transition énergétique. Donc, à cet effet-là, le projet Forge s'est arrimé en 2019 au projet d'action collective Québec Zen pour zéro émission nette, qui venait de voir le jour alors, là, porté par le Front commun pour la transition énergétique. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Guillaume Moreau, qui est candidat à la maîtrise en sciences de l'environnement à l'UQAM, et de Marianne Renaud-Robitaille, qui est candidate à la maîtrise en études politiques appliquées à l'Université de Sherbrooke et qui est stagiaire au Centre Air et au Front commun pour la transition énergétique. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à visionner la capsule qui présente le projet de Recherche Forge plus dans son ensemble, en fait, et son articulation avec les initiatives là, du milieu. La présente capsule, elle porte spécifiquement sur l'une des 4 priorités de formation réciproque qui ont été identifiées lors de notre enquête Forge. Cette enquête-là a été réalisée auprès d'une trentaine de personnes de 11 régions du Québec, donc des personnes qui travaillent dans des organisations qui travaillent, elles, sur des questions énergétiques. Donc, suite à cette enquête-là, on a réalisé des groupes de discussion thématiques, on a fait des recensions des écrits. Puis ça nous a permis d'approfondir ensemble avec notre comité de pilotage notre compréhension des enjeux, puis d'esquisser aussi des premières pistes d'action à explorer. En particulier, sur le thème de la rencontre d'aujourd'hui, on a identifié des pistes de coformation qui pourraient être mises de l'avant à l'intérieur du mouvement pour la transition énergétique au regard des réalités du monde municipal. On a aussi identifié des visées puis des approches de collaboration et de coformation avec des élus locaux. On a ensuite cerné des avantages et des risques aussi liés au fait d'investir du temps puis d'énergie à des activités qui impliquent des élus municipaux autour, entre autres, de la formation. Donc, on pourrait commencer par présenter quelques éléments de contexte. Marianne, si tu veux bien. Il y a 1131 municipalités au Québec et dont 1000 dénombrent moins de 10 000 habitants. Donc, la majorité des municipalités ont moins de 10 000 habitants. Les conditions d'exercice du pouvoir d'élus municipaux sont vraiment disparates quand on peut penser au fait que dans des petites villes, ces personnes-là vont faire du bénévolat, tandis que dans d'autres, ils vont avoir des salaires très élevés. On constate un important manque de diversité au sein de cette fonction-là d'élus municipaux, surtout quand on pense au fait qu'environ 26 de ces personnes-là ont moins de 35 ans et que 31 d'entre elles sont des femmes. Il y a aussi un peu plus de la moitié des élus municipaux au Québec qui sont élus par acclamation, c'est-à-dire sans opposition. Il n'y a pas de formation qui prépare nécessairement les élus à leur exercice du pouvoir. Parmi d'autres éléments de contexte, on peut penser à en 2015, quand il y a eu une reconfiguration des instances de gouvernance municipale qui a favorisé une centralisation du pouvoir au sein des mains des MRC, donc les municipalités régionales de comté. Ça aussi, ça a causé l'abolition des conseils régionaux des élus et des centres locaux de développement. Donc, dans cette reconfiguration-là, ça s'est fait de manière à favoriser une vision néolibérale du développement des municipalités québécoises et les municipalités se sont retrouvées à être aiguillées vers l'attraction de capitaux exogènes, donc en dehors des villes. Rappelons également que l'aménagement du territoire et le développement local, c'est en grande partie assuré par les MRC, donc par le niveau supralocal. En 2018, il y a eu l'adoption de la loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir. Donc, cette loi-là a fait en sorte qu'en matière de développement local, les élus municipaux se sont retrouvés face à face avec les organismes et les associations citoyennes parce qu'il y a moins de terrain de concertation dans un contexte où les municipalités ont toujours plus de pouvoir. Encore une fois, dans cette nouvelle configuration-là, on retrouve finalement un terrain qui est fertile aux confrontations. La nouvelle loi donne aussi aux élus municipaux le pouvoir de remplacer la procédure d'approbation référendaire qui est contenue dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme
par une politique de participation publique locale, mais dans les faits, cette politique-là elle fait que réinvestir les espaces démocratiques qu'on utilisait dans le passé. Donc, si je comprends bien, Marianne, là, au cours des dernières années, il semble avoir eu une certaine municipalisation du développement au Québec. Oui, et d'une manière qui fragilise les acquis en matière de dialogue social et de participation citoyenne. Donc, Marianne vient d'évoquer quelques éléments de contexte qui évoquent la complexité du contexte politique municipal. Bien, sans surprise, là, il est vraiment ressorti de nos collègues de données que très peu de gens maîtrisent en fait les bases du fonctionnement politique municipal et supralocal. Il y aurait donc un ensemble de savoirs et de compétences à développer ensemble au cœur des groupes mobilisés pour une transition énergétique à cet effet-là, donc pour arriver à intervenir avec agilité dans le contexte municipal, parce que par ailleurs, donc, plusieurs des personnes qu'on a interviewées ont considéré que c'était un enjeu, puis c'était important d'investir ce milieu politique-là. Donc, il s'agirait d'apprendre ensemble bien, quelles sont les lois qui encadrent les activités des gouvernements municipaux puis des MRC. Ce sont quoi les aires de compétences reconnues pour chacun de ces paliers-là? Puis, ce sont quoi les leviers de pouvoir qu'ont en main les élus? Quels sont les outils légaux et réglementaires qui peuvent être mobilisés à cette échelle-là pour faire avancer les projets de transition énergétique, donc pour aiguiller un peu nos élus municipaux vers ces outils-là et règlements qu'ils ne connaissent pas nécessairement. Puis, quelles sont aussi les instances et les pratiques de concertation qui sont en place, puis comment est-ce qu'elles pourraient être améliorées? Donc voilà, un beau projet finalement de co-développement autour de ces questions-là là, dans la mobilisation citoyenne. Maintenant, Guillaume, est-ce que tu pourrais nous présenter ce qui est ressorti de notre recherche quant aux enjeux de la mobilisation des élus vers une transition énergétique porteuse de justice sociale? Oui, donc dans les enjeux qui ont été soulevés, il y a entre autres le fait que les élus des petites municipalités sont accaparés par leurs responsabilités de gestion, donc ils ont beaucoup de différents dossiers à gérer, ce qui fait que ça ne laisse pas beaucoup de temps. Sinon, il y a aussi la préséance d'un certain paradigme de développement régional dans le milieu municipal, surtout ce qui a trait aux régions que le gouvernement provincial appelle les régions ressources. Donc, c'est des régions qui sont développées par des gros projets provenant de l'extérieur. On peut penser, par exemple, à GNL Québec. Donc, vu que l'historique de ces régions-là fait que c'est surtout des projets extérieurs comme ça qui ont mené à leur développement, les gens ne remettent pas en question ces projets-là. Les élus municipaux ne remettront pas nécessairement en question ces projets extractivistes-là. Puis, ça amène un autre enjeu qui est le malaise avec les situations de débat. Donc, quand il y a un questionnement sur des projets, sur des décisions, les élus municipaux vont percevoir la société civile comme étant menaçante. Donc, ça rend la conversation puis l'échange beaucoup plus difficile. Face à ces enjeux-là qui ont été soulevés les initiatives territoriales qui sont en lien avec le projet des collectivités zen, on a développé quelques pistes d'action avec les participants et les participantes à la recherche que Laurence va maintenant nous présenter. Donc, quelques pistes à explorer. Alors oui, une première catégorie de pistes concerne l'organisation de la mobilisation locale. Donc, il a été soulevé qu'il est intéressant là, de mener des exercices d'analyse collective du jeu politique local, donc pour arriver à bien comprendre où se situent les différents acteurs politiques locaux là, au regard des projets qui nous intéressent, donc de manière à arriver à mieux cibler nos interventions auprès de ces acteurs-là, puis donc auprès des élus. Une autre piste évoquée, ben, c'est celle de fonder une assemblée populaire. Ça a été fait, par exemple, dans la MRC des Basques. Donc, fonder un espace de démocratie directe qui soit non partisan, puis qui devient finalement un important espace de dialogue des savoirs, puis un espace aussi de revendication, puis de planification collective. Sur cette base-là, ben, si les collectifs citoyens jugent pertinent de développer des collaborations avec les élus pour faire avancer leurs projets, ben, il y aurait peut-être ces pistes-là à considérer. Donc, d'abord, de privilégier une diversité de contextes où rencontrer les élus. Donc, oui, il y a des espaces formels, mais on a mis de l'avant l'idée de
profiter le plus souvent que possible d'espaces plus informels. Donc, les conversations de couloir, bien sûr, en temps de pandémie, c'est plus difficile de le faire. Mais donc, lorsqu'on sera dans un retour à une certaine normalité, on pourrait l'envisager davantage. Il y a aussi des questions d'investir les réseaux de municipalités. Il y a 2 ou 3 associations là, au Québec de municipalités, puis ces associations-là mettent de l'avant les bons coups. Donc, c'est un espace assez intéressant à investir dans cette perspective-là de faire faciliter finalement les effets boule de neige. Une autre piste, ben, ce serait de mettre, lorsque possible, de mettre sur pied des comités de travail intersectoriels là, qui impliquent des élus donc, sur des dossiers clés pour éviter un peu les situations de confrontation qu'évoquait tout à l'heure Guillaume. Donc voilà, ça c'est donc considéré comme une piste intéressante. Puis finalement, ben, d'impliquer activement les fonctionnaires municipaux qui sont sensibles aux questions environnementales puis aux questions de justice sociale, parce que souvent, ben, on sait, hein, les élus restent un certain temps, puis les fonctionnaires, eux, restent plus longtemps. Donc, c'est souvent eux qui ont l'historique finalement des dossiers, puis qui vont aiguiller les élus. Un autre registre de pistes d'action qu'on a à proposer à la suite de nos recherches, ça concerne finalement les perspectives de collaboration, de formation pardon, collaborative avec les acteurs locaux, en incluant les élus municipaux. Donc, cette perspective-là, bien qu'elle ait été retenue comme porteuse par plusieurs des participantes à la recherche, elle présente aussi certaines limites. Donc, comment, dans un premier temps, éviter donc, que les efforts de la mobilisation des élus vers une démarche territoriale de transition aient pour effet de renforcer leur pouvoir? Cette question-là est particulièrement pertinente à se poser dans le contexte où, comme nous le disait Marianne tantôt, un élu sur 2 environ le devient par acclamation et donc sans opposition et a donc une légitimité qu'on peut juger discutable. Lorsqu'il va être jugé pertinent de collaborer avec des élus pour faire avancer un projet territorial de transition, il y aurait aussi lieu d'envisager donc en fait, de s'intéresser aux choix d'approche et de stratégie à mettre en œuvre là, dans une optique d'approfondissement de la démocratie locale. Il est clairement ressorti de nos travaux qu'une priorité en termes de formation réciproque avec les élus est le développement de compétences relationnelles et de dialogue. En privilégiant l'approche dialogique, on peut facilement saisir les différentes perspectives des acteurs du territoire, comprendre les raisons d'être de ces positionnements. Une telle approche valorise l'ouverture à l'expérience d'autrui qui permet en retour le développement d'une compréhension beaucoup plus fine du jeu des acteurs et des choix d'intervention les mieux à susciter des remises en question et des transformations. Il importe également de développer collectivement des compétences d'analyse systémique et critique et des compétences en matière d'éthique publique. Maintenant, quel type d'approche et de stratégie de formation pourrait être privilégié pour réaliser ces objectifs d'apprentissage collectif? La discussion de groupe a permis de révéler que beaucoup d'acteurs veulent former les élus municipaux au regard d'une diversité d'enjeux et que cela se fait le plus souvent en accent sur le contenu et non sur la forme. Or, il est pourtant crucial de considérer les différentes facettes de la situation pédagogique en portant une attention particulière aux apprenants et apprenantes. Donc, qui sont-ils, qui sont-elles? Euh, que savent-ils? Que savent-elles? C'est quoi leurs expériences? Qu'est-ce qu'ils pourraient partager dans les formations aussi? Donc, vraiment s'adapter aux apprenants et apprenantes, aux élus municipaux. Donc, pour cette co-formation-là qui implique les élus, ce serait quoi les stratégies et approches à privilégier? Donc oui, je commencerai peut-être par dire qu'est-ce qu'on pourrait éviter. On pourrait peut-être éviter ce qu'on appelle l'alphabétisation environnementale, c'est-à-dire des séances où ce soit plus magistral, puis où on explique des phénomènes, puis on fait plutôt des prescriptions. On devrait peut-être plutôt opter pour des stratégies pédagogiques qui puisent au savoir et au vécu des apprenants et des apprenantes. Donc, les participants envisagés comme déjà porteurs de savoir et puis construire à partir des savoirs puis des expériences qu'ils ont déjà. Une autre piste, ce serait d'articuler les thèmes des rencontres aux enjeux territoriaux stratégiques. Donc, il y a des dossiers chauds dans le milieu. Comment est-ce qu'on peut articuler finalement les rencontres de coformation autour de ces enjeux-là, de manière à discuter aussi en même temps des pistes de transition énergétique porteuses de justice sociale qui nous tiennent à cœur?
Ensuite de ça, ben, on a vu que ce serait important dans la perspective de mettre de l'avant l'approche dialogique dont nous parlait tout à l'heure Guillaume, de privilégier des rencontres en petits groupes, puis avec une diversité d'acteurs locaux. Rejoindre conjointement ben, des citoyens, des citoyennes, des élus, puis une diversité d'acteurs, en particulier les organisateurs communautaires, organisateurs, organisatrices, et les agents, agentes de développement des MRC. Puis, ben, comme je le disais, ben, mettre en dialogue finalement les expériences puis les savoirs qui sont détenus par les participants, mais aussi leurs expériences, leurs savoirs et celles finalement des formateurs ou des intervenants qui seront invités. Donc, voir finalement cette expérience-là comme une expérience de co-formation en soi. Donc, à l'approche des élections municipales, quels sont les apprentissages qu'on peut retenir des résultats qu'on vient de vous présenter? Il y a certainement matière à réflexion par rapport à la posture à adopter, mais aussi par rapport à toute la question de l'empathie et de l'intelligence émotionnelle. Il y a beaucoup de potentiel dans cet espace politique de proximité qui est le milieu municipal, qui régit après tout le vivre ensemble. Mais il y a aussi beaucoup de discussions à avoir considérant les grands besoins et aussi la dimension fondamentalement sociale de notre rapport à l'environnement. Donc, sur la page web du projet Forge, vous trouverez notre rapport de recherche, de même que les ressources, donc les documents et les vidéos, qu'on vous invite à consulter pour poursuivre la réflexion qu'on a eue aujourd'hui. Merci.